Bien, je pense que nous devons respecter le programme que nous étions, comment dirais-je, que nous avions promis aux journalistes. C'était faire une conférence sur des sujets importants qui sont contenus dans un communiqué qu'on va vous lire. Puis, après lecture, moi-même, je prendrai la parole pour préciser certaines situations qui prévalent actuellement dans notre pays. Je passe la parole à Madame Madame Moutega Chantal, afin qu'elle puisse lire le communiqué préparé en votre honneur. Monsieur, bonjour. Le mouvement rwandais pour le changement démocratique. Communiqué de presse numéro 15 du 6 novembre 2019. Le Rwanda, la place au peuple. Un observateur avisé a pu dire récemment que l'actuel dirigeant du Rwanda, Paul Kagame, est le pire criminel en poste comme chef d'État. Une telle prémisse peut faire sursauter plus d'un, car Paul Kagame et sa bande sont parvenus à imposer, à coups de matraquage médiatique et de corruption, une image tronquée de la réalité de leur pouvoir et du quotidien des Rwandais. En réalité, le Rwanda va mal et beaucoup de Rwandais désespèrent de la vie aujourd'hui. Les principaux acteurs macroéconomiques sont au rouge, ce qui n'empêche cependant pas les tenants du pouvoir de s'autoglorifier en chantant le vrai faux modèle rwandais. Mesdames et messieurs, aujourd'hui le Rwanda est menacé de rechute. Il risque même de se retrouver plus bas qu'il ne l'était avant 1994, du fait notamment de l'impossible réconciliation. Ceci constitue le premier axe de notre propos. Cependant, si je suis ici devant vous, c'est pour vous présenter une alternative crédible au règne de terreur, d'oppression et d'exploitation qu'est le système FPR. Cette alternative est portée à tour de bras par un acteur désormais incontournable, le mouvement rwandais pour le changement démocratique, MRCD au Bomoué. Revenons sur l'impossible réconciliation et la menace de rechute. Kigali persiste à opposer une fin de non-recevoir à la demande sans cesse croissante de vérité et de justice. Le fossé est si grand entre l'histoire officielle et la réalité du drame rwandais. Malheur à celui, rwandais ou étranger, ose dire que autre chose que l'épopée écrite par l'épée de Paul Kagame. Pourtant, des témoignages et des rapports crédibles existent, mais Kigali, soutenu par ses lobbies, continue de façon imperturbable à refuser un dialogue inclusif, condition sine qua non d'une véritable réconciliation entre Rwandais. Il n'y a qu'un seul magistrat au Rwanda, Paul Kagame. L'arsenal législatif et institutionnel est bel et bien là, l'appareil judiciaire est apparemment sans faille et l'administration paraît impeccable, mais tous ces cadres font ce qu'on leur demande, ils guettent la volonté de leur mentor, le dictateur Paul Kagame, et lui obéissent au doigt et à l'œil. Tant pis pour les libertés et droits humains intransgressibles, tant pis aussi pour l'avenir, puisque la génération Internet refuse de plus en plus le culte du tabou imposé par les propagandistes du régime. Le pouvoir du général Kagame est accompagné de bout en bout par d'indicibles crimes contre l'humanité. Citons entre autres
le massacre de 30 000 personnes civiles au cours du premier mois ayant suivi la prise de pouvoir par le FPR, le massacre de Kibero en avril 1995, où l'armée de Kagame a exterminé environ 10 000 personnes déplacées. Le massacre de la grotte de Kanama en automne 1997, où l'armée de Kagame a tué 8 000 personnes civiles. Le massacre à caractère génocidaire dans les forêts de la République démocratique du Congo entre 1996 et 1998, où l'armée de Kagame a massacré plus de 300 000 réfugiés Hutus, comme l'atteste le Mapping Report diffusé par l'ONU le 1er octobre 2010. Les exécutions extrajudiciaires rapportées régulièrement par les organisations internationales des droits humains, Human Rights Watch en tête, la torture et le meurtre sont devenus des méthodes d'État. Ce registre macabre du régime du FPR Kagame est chargé en amont d'autres crimes tout aussi effroyables, dont les massacres de populations civiles dans le nord-est du Rwanda par l'armée de Paul Kagame en marge de la guerre déclenchée par le FPR en octobre 1990 et l'assassinat en date du 6 avril 1994 des présidents Habyarimana et Ntaryamira. Faudrait-il rappeler que l'attentat contre l'avion présidentiel rwandais est unanimement reconnu comme l'acte déclencheur du génocide et des massacres qui ont endeuillé depuis lors le Rwanda et l'ensemble de la région des Grands Lacs. Le Rwanda est devenu un véritable État-garnison, car des milices d'État sont disséminées sur les collines pour imposer des mesures de politique et de conjoncture économique et sécuritaire de plus en plus impopulaires et liberticides. La situation est telle qu'aujourd'hui, le citoyen rwandais vit dans la peur en permanence. Dans la dérive idéologique en cours, les enfants qui n'étaient pas encore nés en 1994 doivent eux aussi demander pardon pour le génocide commis en leur nom par leurs parents et grands-parents, selon les termes du président Kagame lui-même dans un discours tristement célèbre le 30 juin 2013. Dans un tel contexte, la réconciliation entre les Rwandais est impossible. D'autant plus que l'espace politique étant hermétiquement verrouillé, toutes voix discordantes sont systématiquement et brutalement réprimées. Signalons enfin le tripatouillage de la Constitution en 2015, décembre 2015, en vue d'octroyer un troisième mandat au dictateur Kagame, ce après quoi il s'octroya 99% au terme d'une élection marquée par l'exclusion et la persécution de challengers sérieux. Mesdames et messieurs, le MRCD est au rendez-vous de l'histoire. Nous sommes le mouvement rwandais pour le changement démocratique, plateforme rassemblant les partis CNRD Ubwiyunge, le PDR Ihumure, le RRM et le RDI Rwanda Rwiza. Le MRCD s'est fait un nom et une réputation. En effet, nous sommes une assemblée multiple, composée de femmes et d'hommes intègres et déterminés à changer positivement le quotidien des Rwandais. Nous sommes majoritairement jeunes. Le MRCD est composé de gens jeunes, convaincus que les malheurs du Rwanda ne peuvent être une fatalité. Nous sommes déterminés à garantir à chaque citoyen rwandais l'effectivité de ses droits civils et politiques, principalement la liberté d'expression et d'association, ainsi que les libertés politiques. Nous voulons garantir aux enfants du Rwanda une égalité des chances absolue. Nous allons adopter un autre style de gouvernement plus honnête, pacifique et transparent, sans chaque fois induire la communauté internationale en erreur. Nous sommes déterminés à redonner la parole aux Rwandais dans le cadre d'un dialogue inter-rwandais hautement inclusif, afin que les langues se délient et que la vérité serve de fondation au niveau Rwanda.
Nous sommes déterminés à liquider définitivement le conflit Hutu-Tutsi par un processus franc et crédible de dialogue, de vérité, de repentir actif et de réconciliation. Nous nous donnerons les moyens pour rectifier les disparités économiques. Nous rétablirons une politique de voisinage fondée sur le respect mutuel, la solidarité et la paix entre peuples de la région des Grands Lacs d'Afrique. Nous allons solder et éradiquer définitivement le problème des réfugiés au Rwanda. Nous faisons appel à la communauté internationale. Notre lutte a pour fondement le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tel qu'énoncé par le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié d'ailleurs par le Rwanda. Le régime FPR, ayant opprimé à ce point les Rwandais, bâillonné l'humanité et installé la terreur dans la région des Grands Lacs tout entière, il a perdu toute légitimité et tous les moyens de le combattre pour l'éradiquer, y compris la lutte armée, sont légitimes. Le MRCD invite l'ensemble de la population rwandaise, en particulier la jeunesse déçue et lassée par le régime dictatorial du FPR, à s'armer de courage et à soutenir toutes les initiatives allant dans le sens du changement démocratique, sans quoi l'exercice de ses libertés et droits fondamentaux lui sera toujours dénié. Nous sollicitons également l'appui moral et politique de la communauté internationale. Plus particulièrement, les pays et organismes amis du Rwanda sont priés d'exercer de fortes pressions sur le président Kagame, ou mieux, d'œuvrer à sa traduction en justice, afin que, dans l'intérêt supérieur des Rwandais et autres peuples de la région des Grands Lacs, il cesse d'être un obstacle à la paix et à la démocratie. C'est d'autant plus pressant que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour aider le Rwanda et les pays voisins à se sortir par des voies pacifiques des crises endémiques qui les endeuillent depuis fort longtemps. En effet, il est fort à craindre que, si ces conflits n'étaient pas résolus rapidement, ils risqueraient de provoquer de nouvelles catastrophes humanitaires plus terribles que celles auxquelles l'on a assisté jusqu'à ce jour, alors qu'elles se chiffrent en millions de vies emportées. Fait à Bruxelles le 6 novembre 2019, pour le MRCD au Boboué, Faustin Twagiramungu, vice-président et porte-parole. Je vous remercie. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir prêté une oreille attentive à ce communiqué, qui est en fait important pour informer la communauté internationale que nous ne pouvons pas, faut-il le répéter, nous ne pouvons pas continuer à être observateurs de ce qui se passe dans notre pays. Nous devons absolument agir sur le plan politique, diplomatique, et si besoin en était, et c'est signalé, prendre les armes comme Kagame les a prises et refuser de signer l'accord qui aurait pu mettre les Rwandais dans une situation assez intéressante de l'unité. Il a refusé, il continue de diriger ce pays, non pas pour lui et pour sa famille, mais surtout pour les multinationales occidentales. Ça, il faut le dire précisément. L'enjeu, c'est le Congo, ce n'est pas seulement le Rwanda. Monsieur s'est donné, Monsieur le Président, s'est donné une durée qui va jusqu'à 2034. Si, que Dieu lui prête vie, si en 2034 il est encore en vie, je crains fort qu'il puisse revoir la Constitution et continuer à diriger.
l'Afrique a besoin de jeunes gens au pouvoir aujourd'hui. J'imagine. Le combat que nous menons, c'est pour les jeunes Rwandais. Et vous permettez, afin de compléter ce qui a été élu, il y a des précisions à faire. Les précisions, c'est que le régime rwandais est soutenu par les puissances occidentales tout en méprisant le peuple rwandais. Et ce qui est étonnant, c'est que l'appui qui est offert à Kagame, qui est donné à Kagame, est fondé sur les mensonges. Uniquement sur les mensonges. Il y a des mensonges, il y a des mythes et publicités pour faire du régime Kagame un modèle de développement. Appuyé par les lobbies occidentaux qui parfois ou qui profitent du pillage de ressources du Congo, voisin du Rwanda, la junte au pouvoir à Kigali est devenue un modèle de développement et de gouvernance. Ils ajoutent même de bonne gouvernance, qui devrait, semble-t-il, inspirer d'autres pays africains. Surtout l'Afrique occidentale, qui ne connaît pas la situation de l'Afrique centrale et même de l'Est. Ce mythe ne résiste pas à la pauvreté et à la souffrance du peuple rwandais, que ces pécheurs à nos troubles ne veulent pas voir. Et pourtant, la situation est là. Alors, je vais donner tout simplement deux exemples. Le Rwanda est le premier Africain parmi les plus pauvres bénéficiaires de l'aide internationale par habitant. Source Banque mondiale, je n'invente rien. Je vais donner quelques pays pour votre réflexion. Vous avez un pays comme le Bénin, population 11 490 000. Aide internationale en dollars, c'est 572 000, ou plutôt millions, en dollars. Aide internationale par habitant, c'est 49 si vous calculez, 49 $ par habitant. Au Burundi, vous avez la population 11 180 000. Aide internationale 522 000. Je m'excuse, 522 millions en dollars. Et par habitant, 46 $. C'est par an. Hein. Et Ouganda, la population de 42 720 000. Aide en dollars, c'est 1 milliard 745 millions. Et ça fait 40 $ par habitant. Et au Rwanda, tenez-vous bien, 12 300 000. Il faudra absolument que ces chiffres aussi soient vérifiés. 12 millions, quand vous tenez compte des statistiques antérieures, je vais y revenir, et compte tenu des pertes de vie humaine pendant le génocide et les massacres qui ont suivi, il y a lieu de se poser la question. De toute façon, aide internationale que reçoit le régime rwandais, c'est 1 milliard 116 millions. Tenez-vous bien, l'Ouganda a 42 millions d'habitants. Nous avons 12 300 000. Et cependant, l'aide accordée à l'Ouganda est presque égale à l'aide accordée au Rwanda. Il faut alors savoir ce que le Rwanda, le président Kagame, fait de cette aide-là. 1 milliard, je répète, 116 millions par an. Alors, et pourtant, dehors de la capitale, Kigali, le pays est frappé par une pauvreté indicible caractérisée, entre autres, par la famine endémique qu'on appelle Nzaramba. Alors,
l'apparition des maladies d'une autre époque, comme le chic, Galles, tout ça. Malgré cette aide internationale, Rwanda se classe derrière les pays comme le Bénin, sans ressources naturelles et qui ne bénéficient pas d'autant de capitaux. Bénin, j'ai donné l'exemple, c'est 572 millions quand Rwanda reçoit 1,116 milliard. Vous comprenez? Alors, on peut se poser légitimement la question suivante. Où va l'argent qu'on donne au Rwanda? Cette question devrait absolument être posée. Deuxièmement, c'est le produit intérieur brut du Rwanda au regard de certains pays africains sans richesse naturelle. 2019, source Banque mondiale toujours. Les pays, Sénégal, nous prenons l'exemple du Sénégal, l'exemple du Mali, Bénin et Rwanda. Alors, produit intérieur brut par habitant, au Sénégal c'est 1522 par habitant. Et le Sénégal est classé au 112e pays en Afrique à avoir cette aide-là. Ou plutôt, disons, avoir son PIB. Mali, c'est 901 PIB par habitant. Bénin, c'est 902. Rwanda, c'est 773. Classement, hein. Comme je disais, Sénégal, c'est 112. Mali, c'est 120. Bénin, c'est 143. Rwanda, qui est placé comme le meilleur pays en Afrique, pourtant vient après le Bénin, 145e. Ça, c'est un exemple alors pour vous dire que les mensonges et les mythes et les publicités pour faire dire régime Kagame un modèle de développement, ce n'est pas vrai. Les chiffres, quand même, le prouvent. Un autre exemple que je vais donner, c'est l'exemple concernant les statistiques qui ont été données officiellement. Vous pouvez les avoir si on peut peut-être faire des photocopies là. Ça, c'est le recensement USAID Monaco en 1991. Et ici, vous avez le chiffre de recensement du nombre des Tutsis massacrés en 1991 par Ibuka. Ibuka existe toujours, j'espère. Sur ce chiffre inscrit sur 71 mémoriaux dans tout le pays, soit un total de 1000, ou plutôt 2 685 784 Tutsis tués en 94. C'est bien entendu. Ce chiffre atteint presque 2 millions de Tutsis massacrés. Vous comprenez? Le total par endroit se trouve dans des colonnes. C'est clair, c'est officiel. C'est officiel. Ce que je veux dire, on peut faire des extrapolations, mais on ne peut pas exagérer jusqu'à ce point. Vous lirez dans certains livres, peut-être, tout ce dont je me souviens, ce que en 1951, les Rwandais étaient 2 200 000 presque. 2 millions, disons. Et on disait que les Tutsis, c'est pas qu'on disait, c'est écrit officiellement, je peux donner des références. C'était à cette époque 150 000. Tenez-vous bien, 150 000. Il suffit de chercher le taux de croissance et arriver à d'autres années qui ont suivi. Mais ce que je veux dire, c'est que en 1994, la population
compté en 1991 par ONAPO, soutenu par USAID, donne 7 99 844. Je ne peux pas répéter, vous aurez les documents de toute façon. Alors, le Hutu était 646 958. Les Tutsis étaient 596 387. Ils représentaient alors 8%,4. Les autres étaient 91,1. Les trois représentaient 0,5%. Il n'était que 35 499. Erreur de calcul, je ne crois pas, parce que l'USAID ne peut pas permettre qu'on publie des chiffres de ce genre avec de telles erreurs. Mais quand Ibuka ose dire que les Tutsis qui ont été tués représentent 1 685 784, c'est prendre les chiffres de 1991, qui atteignent, disons, 600 000 même, si vous voulez. Qu'est-ce que je dis? 600 000. C'est acceptable. Mais comment on peut faire croire que de 91 à 94, on atteigne 1 685. C'est là justement le hic de ce conflit au Rwanda. Nous ne voudrions pas qu'il y ait des mensonges dans ce qui s'est passé au Rwanda. Au Rwanda, il s'est passé l'événement, il y a eu un génocide, nous n'en nions pas. Mais ce génocide concerne toute la population de notre pays. Le combat que nous menons, ce n'est pas de diviser les Rwandais. Le combat que nous menons, c'est le combat de les unir. Au moins, c'est ce que ça signifie. Alors, je vais terminer par un autre mensonge qui est étonnant et qui est internationalisé. N'est-ce pas? Ce mensonge concerne les assassinats des touristes occidentaux à Bwindi. Bwindi, chez nous, on appelle ça Bwindi, mais les autres appellent ça Bwindi. Alors, c'est important, parce que je ne voudrais pas aller dans le détail. Je crois avoir été contacté pour être témoin, mais je n'ai pas été interrogé, mais j'étais avec quelqu'un qui a été interrogé, un jeune homme qui a été en prison à Kami, et qui avait été ligoté, là, les bras derrière. Il avait des cicatrices, on voulait comparer les cicatrices des prisonniers, des prétendus assassins de ces Américains avec, je pense, les Hollandais et les Néo-Zélandais aussi. Vous permettez, je vais vous lire ceci pour comprendre. Le retrait, c'est du tribunal, ou plutôt des conclusions du tribunal américain. Si vous souhaitez, je vous donnerai des références. En tout cas, je pense que les familles de Bwindi, là, ont droit à la vérité. Ceux qui ont perdu le leur. Donc, récemment, un grand événement s'est produit dans le plus grand secret, aux États-Unis, hein, à la suite de ce qui avait été grandement médiatisé. Il s'agit bien de l'acquittement de toutes les charges des rebelles Hutus accusés d'avoir massacré des touristes anglo-saxons en mars 1999 dans le parc de Bwindi. D'après les journaux occidentaux à l'époque, ces rebelles Hutus s'en prenaient aux anglo-saxons, coupables d'apporter leur soutien au régime Tutsi du FPR.
Les coupables qui furent arrêtés par le régime du FPR sont François Karake, Grégoire Nyaminani et Léonidas Bimenyimana, d'anciens militaires Hutus, qui avaient avoué les faits. Avoué les faits. Ils avaient avoué les faits. Et vous devez vous imaginer pourquoi ils ont avoué. D'après Mark Ross, un guide américain qui a été libéré par les assaillants après une marche forcée dans la forêt. Les femmes ont été violées avant d'être massacrées. Les hommes avaient des têtes écrasées et de profondes entailles. Identité des victimes alors. 2 Américains, Robert Hobner, âgé de 48 ans, employé de la société Inter, et son épouse Susan Miller. 2 Australiens, Rhonda Aves, 27 ans, et Michel Statham, 26 ans. 2 Britanniques, Mark Lindgren, 23 ans, diplômé de l'université de Nottingham, et Stephen Robert, 27 ans, originaire d'Edinburgh, en Écosse. 2 Néo-Zélandais, Mark Lindgren, 23 ans, et Joanne Cotton, 28 ans. Juste après ce tragique événement, le régime FPR a reçu une aide substantielle des États-Unis, matérielle, financière et diplomatique pour traquer ces horribles rebelles Hutus et bien asseoir son régime dictatorial. Jugement du tribunal. Après plusieurs années d'enquête, le tribunal du District of Columbia a acquitté les suspects de toutes les charges portées contre eux. Sans être très long, ce qu'ils ont trouvé que ces touristes ont été massacrés, violés par les agents du FPR. Et c'est pourquoi, dernièrement, vous l'avez appris, ces jeunes gens, ces Rwandais-là, qui avaient été emprisonnés à Washington, disons aux États-Unis, ont vite été expédiés en Australie pour aller les cacher afin qu'ils ne puissent pas faire des déclarations. Et que aussi, qu'on ne puisse pas aussi blâmer les dirigeants américains qui ont gardé ces jeunes gens en prison sous prétexte qu'ils étaient des Hutus qui avaient massacré les Occidentaux, afin de pouvoir trouver un élément important qui permettra à Kagame de pousser et aller les chasser au Congo, si vous voulez comprendre. Le reste, je vous en ai pas remis de toute façon. En effet, à travers le compte rendu du jugement, c'était un jugement très long. Il s'avère que les suspects ont été torturés par les services de renseignement du FPR pour s'accuser des crimes qu'ils n'avaient pas commis. On découvre en filigrane que les agents du régime rwandais en savaient trop sur le déroulement de ces horribles massacres, tels que les scènes de viol, de torture, et enfin les couleurs de culottes des femmes violées et tuées. Et d'ailleurs, aucune trace d'ADN des présumés coupables n'a été trouvée sur les jeunes femmes violées. Bien au contraire. Donc, ce tribunal n'a pas voulu que le cas soit publié par les journaux. Mais le New York Times a essayé quand même de dire la vérité. Alors, cette révélation qui a semblé perturber certains officiers américains était pourtant comme de tous les Rwandais, car c'est le mode opératoire du régime Kagame qui est maître dans l'art de commettre des crimes pour ensuite accuser l'ennemi d'en être l'auteur. Alors, je vais terminer. C'est ce qui affirme tous les officiers du FPR. C'est ce qui affirme, ou c'est ce qu'affirme
Tous les officiels du FPR, aujourd'hui, les déclarations sont faites, pas qu'ils veulent les entendre en tout cas, que les militaires du FPR devraient absolument endosser la responsabilité, et en particulier Kagame devait expliquer aux Américains ce qui s'est passé. Mais silence absolu, parce qu'on ne voudrait pas que les relations soient rompues à cause de ces incidents, raison pour laquelle ces pauvres Rwandais, au lieu d'être envoyés au Rwanda, évidemment, ils ont cherché un pays ami, l'Australie, parce qu'ils ne voulaient pas non plus qu'ils restent aux États-Unis. Alors, quelle est la suite? Je m'adresse au journaliste Frank Fragara du New York Times, qui fut parmi les premiers à rapporter les faits en mars 1999. On n'y a pas cru du tout. J'interpelle Madame Anne Moi, ambassadrice adjointe en Ouganda pour la France, qui figurait parmi les survivants. J'arrête la société Inter. Employeur dit regretter Robert. Maintenant, je ne peux pas aller loin. Les mensonges dominent dans la gouvernance de notre pays. Et ces mensonges nous causent beaucoup de difficultés à nous exprimer, notamment sur ce qui s'est passé au Rwanda. J'ai bien précisé que le 30 avril, je crois, Kagame menaçait. Il menaçait les interventions des Nations Unies et il ne voulait qu'aucun pays n'intervienne, que le génocide était consommé. C'est-à-dire que le génocide avait duré tout simplement 24 jours. Pour finir, il a duré 3 mois, je crois, d'avril jusqu'au mois de juillet. Alors, en conclusion, nous allons, je vais vous lire ce qui suit. Pour nous, il y aura une guerre sans fin en fait. Mais il faudra absolument que les Rwandais trouvent une solution. Plus de 25 ans que la communauté internationale avait souhaité l'avènement de la paix au Rwanda. Il s'agissait bien entendu de l'accord de paix signé à Arusha, qui a été foulé au pied par le régime actuel. Depuis 25 ans, le Rwanda est en guerre contre ses voisins. Le régime est en guerre contre son peuple. Que de morts qui se comptent par milliers et que des silences des pays dits civilisés qui s'étaient jadis pourtant mobilisés pour mettre en place l'accord de paix d'Arusha. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui nous effraie, pour paraphraser Martin Luther King, ce qui m'effraie, moi, Faustin Twagiramungu, ce n'est pas l'opposition, ou plutôt l'oppression du régime FPR. C'est plutôt l'indifférence, le silence des pays et peuples qui se disent amis du Rwanda, ou même amis des Rwandais. Ça fait 25 ans que le mensonge circule et ce mensonge est pris comme vérité. Aujourd'hui, les Rwandais sont poussés à bout. Ils sont privés de droit de vivre la vie dont ils croient. Que s'est-il passé? Et que reste-t-il? Sinon que de devenir de hors-la-loi, de cette loi taillée sur mesure pour asseoir l'oppression. Que peut faire un partisan de la paix dans ces conditions? Laisser les gens se faire abattre
tous les jours comme des gibiers. Ou les inciter à défendre leurs droits. Il faut les inciter à défendre leurs droits, à mon avis. Malgré notre volonté permanente de recourir à la paix, notre acharnement à vouloir changer les choses tout en épargnant les vies ou la vie des Rwandais, nous apprenons tous les jours et de façon brutale que c'est le régime du FPR qui définit les règles du jeu. Et le président est applaudi par les multinationales occidentales et par les pays dits puissants, les grandes puissances. Alors, c'est-à-dire l'utilisation de la violence est permise. Que nous reste-t-il, nous les partisans de la paix, opprimés, sinon que d'utiliser malgré nous les méthodes qui reflètent celles de l'oppresseur. Si la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, était appliquée, les dirigeants actuels deviendraient tous aveugles. Une paix feinte est plus nuisible qu'une guerre ouverte. Ce ne sera que les grands travaux de la paix, et qu'on fera des versions ardentes, tentation de la guerre, etc. Ces travaux nécessitent le concours de la communauté internationale pour trouver une solution à la situation de notre pays. Mais sa passivité conduira obligatoirement le peuple rwandais à l'option de guerre, non souhaitée, mais nécessaire, pour se débarrasser d'un régime violent et criminel. Alors nous, Rwandais, devrons mettre un terme à ces massacres, qui sont érigés en mode de gouvernement. Sinon, ces massacres mettront un terme au peuple rwandais, qui sera condamné à disparaître. Nous ne pouvons pas rester comme ça, indifférents. C'est pourquoi la jeunesse rwandaise a réveillé le plus âgé que le jeune Rwandais éparpillé à travers le pays et même à l'étranger. Nous les soutenons. Nous les soutenons et je pense que le Front de Libération Nationale, FLN, est à soutenir jusqu'à ce que Kagame dise que non. Nous ne mourrons pas tous de toute façon. Les Rwandais voudraient aujourd'hui construire un pays ensemble, un pays fondé sur l'idéologie de l'unité du peuple rwandais, et pas sur un esprit ou une idéologie de répartition de richesses qui vont entre les mains de ceux qui dirigent et laisser la population carrément se débrouiller ou forcer à faire des travaux qui ressemblent à celles qui étaient accomplies pendant l'époque coloniale. C'est-à-dire, vous cultivez ce qu'on vous dit. Vous devez cultiver le manioc, ou vous devez cultiver les patates, on arrête là. Donc, il est temps que la jeunesse et tous les Rwandais se réveillent pour combattre le régime en place. Et pour aussi mettre en garde la communauté internationale. Dans un pays, ici, en Europe, dites-moi un pays qui peut tolérer que le président soit tué avec son collègue président. Je ne voudrais pas donner l'exemple, disons, de la France et de l'Allemagne, ce sont des grands pays. Chez nous, quand on parle du Rwanda, certains ne savent même pas où se trouve le Rwanda.
sur la carte de l'Afrique. Mais on ne peut pas souhaiter que les dirigeants de la Belgique et de la Hollande soient assassinés, qu'on dise non-lieu. Imaginez-vous. Quand on connaît même le tueur et que le tueur lui-même s'est déclaré à la radio ou télévision britannique. N'est-ce pas? Je l'ai tué. S'il aurait pu, il m'aurait tué avant. Mais moi, là, je l'ai devancé, je l'ai tué. Mais il n'a pas tué un seul président dans cette région. Le président congolais, M. Kabila, on ne sait pas qui l'a tué, mais les gens soupçonnent. Le coup d'État, tentative de coup d'État au Burundi pour renverser le régime en place. Les tentatives maintenant de détruire la sécurité de l'Ouganda. Les attaques lancées contre le président tanzanien. C'était, je pense, en 2012, le 6 juin particulièrement. Donc tout ça oblige les Rwandais à penser autrement. Nous ne pouvons pas toujours applaudir des gens qui nous tuent. Ce n'est pas possible. Les gens qui nous tuent, nous devons les combattre. Jusqu'à ce qu'il ne reste peut-être qu'une seule personne qui accepte de continuer à applaudir. Alors, aujourd'hui, nous n'allons pas faire l'angélisme et dire, écoutez, le président est là, il va nous tuer si nous contestons. Nous devons contester. Parce que la communauté internationale veut que nous contestions. Parce que les amis qui veulent que le Congo soit annexé au Rwanda afin qu'on puisse exploiter les minerais stratégiques qui passent par le Rwanda, ça c'est l'affaire. Mais nous devons défendre notre pays. C'est quand même étonnant que dans ce que vous lisez, vous avez sans doute lu les petits articles qui sont publiés par un économiste éminent, je crois, rwandais, qui vit au Canada. C'est monsieur David Imbara. David Imbara. Ces statistiques sont cotées dans plusieurs journaux de temps en temps. Alors, dernièrement, il a écrit que le Rwanda a exporté 2000 tonnes d'or. 2000 tonnes d'or, tenez-vous bien. Alors que le Qatar déclarait que il a reçu 12 000 tonnes d'or venues du Rwanda. 12 000 tonnes venues du Rwanda. Est-ce que le Rwanda a franchement de l'or jusqu'à exporter 12 000 tonnes? C'est pas possible. Non, c'est pas 12 000 tonnes. Je m'excuse et je corrige. C'est 12 000 kilos, c'est-à-dire 12 tonnes d'or. S'il vous plaît, corrigez ça. Je ne voudrais pas que vous me preniez pour un idiot. Et dire, voilà, il a parlé de 12 000 tonnes d'or. Non, je retire ce que j'ai dit. J'espère que vous allez effacer ce que je viens de vous dire. C'est une erreur. De toute façon, je ne clôture que sur ceci. Nous ne pouvons pas accepter que les mensonges soient tournés en une idéologie politique. Nous ne pouvons pas non plus accepter que notre pays puisse servir les intérêts des multinationales et aussi de certaines puissances qui croient que Kagame peut toujours servir et en écrasant le peuple rwandais qui a souffert depuis 25 ans. Je vous remercie. À moins qu'il y ait d'autres commentaires, je pense que j'ai été très long, mais je voudrais clarifier certaines situations. J'aurais pu le dire en très peu de mots, mais comme vous êtes intéressé à savoir ce qui se passe dans mon pays, j'ai essayé d'élargir, à moins que il y ait... Si vous voulez me compléter, vous pouvez me rappeler ce que j'ai oublié. Hein. Je suis très souple. On interviendra s'il y a des points d'éclaircissement. C'est ça. Complément d'information. Moi, j'ai une question à poser à Faustin Tchouaméni. Vous avez parlé du FLN, c'est un mouvement armé que vous soutenez, que le MLCD soutient.
Je suis en train de passer tout haut. Passer ou penser? Passer tout haut. Oui. Oui, tout à fait. Alors, je me dis, le FPR a attaqué le Rwanda en octobre 1990. On a vu la catastrophe qui a sorti de cette lutte. Est-ce que vous n'avez pas peur que la lutte du FLN aboutisse à la même catastrophe? Voilà, c'est ma question. Là, je ne crois pas. Parce que les FLN n'a pas envie de provoquer des massacres et des génocides au Rwanda. On a dit que le génocide était planifié. Qui a planifié quoi, on ne saura jamais. Mais tout ce que nous savons, c'est qu'il y a eu un génocide planifié. Et ce que j'ai oublié de signaler, dans ce que j'ai dit, c'est que le tribunal international créé pour juger les génocidaires, il avait été dit que c'est concernant les deux belligérants. Le FPR, aucune personne du FPR n'est apparue au tribunal international d'Arusha. Donc, pour répondre à votre question, je ne crois pas que cette catastrophe puisse intervenir. Nous ne voudrions pas qu'il y ait des génocides, ni des Hutus, ni des Tutsis. Mais moi, si vous suivez ce que j'ai bien dit, Kagame a dit que le génocide était terminé au 30 avril, je pense, au 30 ou au 31. Mais chez nous, là, les gens du FLN, ou le FLN, je pense que son objectif est de gagner la guerre commencée, mais sans faire ou agir comme le FPR, qui voulait effectivement que le peuple soit vidé du pays afin qu'il puisse l'occuper. Les méthodes diffèrent de toute façon, je pense. Toutes les guerres qui ont été menées n'ont pas ressemblé à la guerre qui a été menée en 1994 au Rwanda. Les Vietnamiens contre les Américains n'ont pas agi de la même manière et pourtant, ils ont gagné la guerre. C'est une fois, la première fois, je pense que les États-Unis étaient battus par un pays pauvre comme le Vietnam. Donc, pour moi, pour terminer, je ne voudrais pas m'attarder sur cette question. Les stratégies du FPR diffèrent des stratégies de FLN. C'est tout. Ce que je voudrais, tout simplement pour les FLN, ce que je souhaite, c'est que la pression, ou même la création de cette force-là, devrait poser beaucoup de questions à Kagame. Pourquoi? Tous les jeunes Rwandais, Hutus et Tutsis confondus, veulent défendre leur pays en chassant le dictateur qui est au pouvoir. Pourquoi? Mais c'est parce que ce que Kagame prétendait protéger les Tutsis, il a commencé maintenant à les tuer, n'est-ce pas? Et même a commencé à les tuer quand il a commencé la guerre. Parce que ce que les gens ignorent, c'est ceci. Parce que vous confondez Kagame avec les Tutsis ordinaires. Hein? Kagame, c'est un prince, n'est-ce pas? C'est un prince, il a été éduqué comme quelqu'un du pouvoir. De toute façon, il est Mwega, descendant de Rwakagara, il connaît l'histoire de Kabare, il sait comment Kabare a tué le Tarinwa, et ainsi de suite. Alors, il ne peut pas prétendre, lui, être sous le pouvoir d'une autre personnalité. C'est dans son cerveau. La démocratie, pour lui, ça ne veut rien dire. La défense des droits de l'homme, ça ne veut rien dire. Déjà, il le dit devant les journalistes. Il dit human rights, et il a répété encore dernièrement. Il a répété ici, quand il était
en face d'une dame journaliste avec quelqu'un ou le responsable de la coopération internationale, du développement international, je ne sais pas, de l'Union européenne. Donc, Kagame n'a pas voulu protéger le peuple rwandais, qu'il s'agisse des Hutus ou des Tutsis. Tout ce qu'il voulait, c'est le pouvoir. Comme Kabare n'a pas protégé les enfants de Rutarinwa ou alors les autres qui étaient les descendants de Rwabugiri et compagnie. Il les a tout simplement décidés pour prendre le pouvoir. Kagame, c'est là le genre. Voilà, donc je ne voudrais pas m'y attarder, à mon avis. Peut-être un complément, j'interviendrai un peu pour vous compléter. Oui. Monsieur Moussabdimana, on peut même voir du côté de la motivation des deux acteurs, le FPR en 90 et les FLN qui ont commencé la lutte, le 15 juillet de l'année passée. En 90, le FPR a allégué que les Tutsis de l'intérieur du Rwanda étaient dans une situation d'écrasement total, qu'ils étaient privés de toutes les libertés, qu'ils étaient taillables et corveillables, qu'ils avaient été exclus de toute la vie nationale. Première chose. La deuxième chose, ils alléguaient aussi le droit de rentrer dans leur pays comme réfugiés. Et pour moi, c'est un droit légitime. Alors, si la première raison, l'écrasement total et l'exclusion totale de la composante Tutsi, les rapports le montrent, les Tutsis de l'intérieur du Rwanda, c'est vrai, il y a quelques secteurs où on ne les voyait pas beaucoup dans l'administration publique et dans le commandement, par exemple, de l'armée et de la gendarmerie. Ils n'étaient pas suffisamment représentés, mais il y a des secteurs entiers de la vie nationale où les Tutsis étaient champions en économie, dans le business, dans le domaine de l'enseignement, dans le clergé. Je vais vous dire qu'un pays comme le Rwanda, avoir un prêtre, le prêtre est plus puissant qu'avoir un colonel de l'armée ou avoir un ministre. Donc, il y a des Tutsis qui étaient dans les hautes sphères de la finance et qui étaient même alliés au président en place. Il y a même eu un débat très fort entre ceux des réfugiés Tutsis, et que je dirais entre guillemets modérés et raisonnables, et entre ceux radicaux dont le président Kagame. Les plus raisonnables disaient: n'allez pas allumer le feu au Rwanda parce que nos frères et sœurs qui sont là ne sont pas si mal lotis que ça. Et si vous le faites, ça risque de tourner au pire. N'allez pas le faire parce que déjà, Habyarimana, on est déjà en train de l'avoir sérieusement. Le multipartisme a commencé en juillet 90. Le président Habyarimana avait annoncé le pluralisme politique depuis juillet 90 et la guerre a commencé le 1er octobre 90. Déjà, comme dictateur, il avait évolué, grandement évolué. Et le lancement de leur guerre, le 1er octobre 90, a réveillé les démons de l'ethnisme qui étaient déjà oubliés. Moi, je suis des années 60, mais ma génération à l'école, là où je travaillais et tout, à l'université et tout, la trilogie ethnique, c'est quelque chose qui était oublié. Et maintenant, qu'est-ce qui motive les FLN? Les FLN sont motivés d'abord par la chasse à l'homme que Kagame a mis en place pour aller tuer et éradiquer complètement les
réfugiés qui ont pu avoir la vie sauve et quitter le Rwanda en 1994. Vous n'avez jamais entendu Habyarimana envoyer des escadrons de la mort pour tuer les réfugiés installés à Toro, pour tuer les réfugiés installés à Massissi. Beaucoup de chômeurs, même Hutus, allaient là-bas pour travailler, pour vivre. Et ceux des Tutsis qui réussissaient dans les affaires, ils pouvaient venir investir. Donc, on voit un président Habyarimana qui était là, qui n'a jamais franchi la frontière pour aller attenter à la vie des réfugiés. Et de l'autre, on voit Kagame qui envoie des cohortes d'escadrons pour aller tuer. Le président Habyarimana n'a par exemple jamais envoyé des unités d'espions dans les différents pays pour attenter à la vie ou à la sécurité des réfugiés rwandais. Kagame maintenant, c'est à la mode. On parlait récemment du cas de cette petite Nadège au Canada qui a avoué devant l'opinion internationale avoir été envoyé pour espionner. Donc Kagame envoie du poison, Kagame envoie les couteaux et les armes pour attenter à la vie des réfugiés. Aujourd'hui, il est en train de monter une coalition factice pour aller éradiquer ceux des réfugiés qui ont pu avoir la vie sauve jusque-là. Donc, les motivations sont tout à fait différentes. La question des réfugiés en 90 était en voie d'être réglée. Il y avait des accords entre le HCR, donc les Nations Unies, le gouvernement ougandais et le gouvernement rwandais pour un rapatriement consenti et soutenu par la communauté internationale. Et le FPR a voulu justement couper court à cet élan de règlement définitif de la question des réfugiés et ils ont lancé la guerre le 1er octobre 1990. Et maintenant, sur le plan même du modus operandi de la guerre, Gaspard Musabyimana, je crois que vous êtes de la région de Ruhengeri, Nyamugari et autres. Regardez tout ce qui a été fait dans le Buberuka et même dans les communes frontalières de Byumba, où le FPR venait et commençait par d'abord liquider les autorités locales, liquider toute l'élite. L'élite, je veux parler de ceux qui ont un petit commerce, des enseignants, etc., pour terroriser. Les FLN ont commencé le 15 juillet 2018, l'année dernière. Est-ce que vous avez entendu une prise à partie systématique de la population civile, à part des coups montés par Kigali pour tenir l'image des FLN? Donc, sur le plan même de la conduite de la guerre, c'est tout à fait différent. Le FPR a commencé en régnant sur la terreur, en conquérant par la terreur, et les FLN montrent une certaine prudence parce qu'il y a une certaine éducation. En fait, la lutte des FLN, c'est la lutte du peuple tout entier qui tarde à s'approprier cette lutte, mais c'est en train de se mettre en place. Et en fait, le rôle des FLN, c'est de donner le déclic à cette révolution. Et puis, le gros du travail, cette révolution sera menée par le peuple tout entier qui vit au quotidien cette dictature, cette culture du meurtre, cette pression fiscale. En fait, on est là pour mettre en place les conditions d'une remise en cause générale. Je peux m'arrêter par là.